Pascal, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment tu travailles ici, quels sont tes outils et la qualité de ton travail? Oui, bien sûr. Bon, alors ici, c'est la salle où j'ai installé ma brasserie, hein, donc il y a 10 ans déjà. Après quelques aménagements, c'était une ancienne bergerie ici, donc il a fallu refaire les enduits. Alors au passage, c'est des enduits à la chaux, hein, traditionnels, pour laisser passer l'humidité justement des murs. Là-haut, j'ai même une cloison que j'ai faite en paille, en torchis allégé. C'est de la paille et de la terre, mais avec très peu de terre. Et c'est compressé, ça fait un très bon isolant pour séparer du reste de la maison. Et puis une dalle au sol en pente, carrelée, tout ça pour travailler dans de bonnes conditions de propreté, pour que ce soit facile à nettoyer, et puis d'hygiène aussi, hein, c'est important pour la bière. Et donc j'ai fait installer tout ce matériel en inox et qui me permettent de travailler dans de bonnes conditions, hein. J'ai fait 13 ans de brassage amateur avant, j'ai vu ce que c'était de faire du brassage à partir de matériel de récupération, avec des risques d'infection, bon, c'est plus difficile forcément. Donc ça, c'est un gros investissement, mais je ne le regrette pas parce que ça me dégage beaucoup de temps pour pouvoir faire d'autres choses aussi, la commercialisation, la gestion. Donc avec ça, je vais pouvoir faire 1000 litres de bière en deux fois, hein. La capacité de brassage, c'est 500 litres, mais le fermenteur qui est là derrière fait 1000 litres, donc je vais brasser 2 fois dans la même journée pour remplir une cuve, hein. Et après, avec ça, c'est à peu près moi, je mets à peu près un mois pour vendre 1000 litres de bière. Ok. Bon, alors j'ai 7 bières différentes, donc ça va tourner, hein, mais ça me simplifie quand même le travail d'avoir une capacité comme ça. Alors tout commence à l'étage. À l'étage, j'ai mes sacs de malt. On voit un petit peu des sacs ici, hein, mais on va y aller voir après. Le malt, c'est ce qu'on voit là. Ce sont des grains. Alors voilà, par exemple, des grains d'orge qu'on récolte dans les champs, hein. Et puis voilà du malt. Alors à l'œil nu, la différence n'est pas frappante, hein. C'est tout simplement ce qu'on appelle du malt, c'est l'orge ou une autre céréale qu'on a fait tremper dans l'eau, qu'on a fait germer pendant une dizaine de jours, on l'a fait pousser. Hein, donc le malteur, lui, il achète ses grains, il les fait tremper à peu près une journée et demie, il les fait pousser au sol, hein, comme à l'école. On fait pousser des lentilles ou des haricots dans du coton mouillé. Là, c'est un petit peu le même principe. On laisse ça au sol et puis donc ça va germer. Et il faut les remuer évidemment pour pas que les racines qui vont pousser s'agrippent entre elles et puis que ça moisisse surtout si on ne remue pas. Hein, donc c'est pour ça qu'autrefois on remuait avec une pelle 2 fois par jour tous les grains, la pelle à grains qui est là-haut. Voilà, ici hein, on peut voir ça, c'est la pelle du malteur et le fourquet du brasseur. Hein, et puis du houblon et de l'orge. L'orge de printemps, c'est celle que j'utilise. Il y a 2 types d'orge. L'orge de printemps qu'on sème au printemps et l'orge d'hiver qu'on sème à l'automne et qui va passer l'hiver dans les champs. On récolte les deux l'été. En fait. Voilà. Mais l'orge de printemps est plus fine et meilleure en goût. Hein, et comme je n'ajoute pas grand-chose, j'ai une seule bière dans laquelle je mets des épices. Dans les autres, c'est uniquement les goûts des matières premières. Donc si on veut avoir une bonne bière, il faut mettre de la bonne orge. Hein. Donc c'est celle-là vraiment qui a le meilleur goût. Et puis, pareil, dans les variétés de houblon, il y en a beaucoup, donc il faut choisir. Alors, moi, j'utilise du houblon en fleurs qui vient de la région, hein, entre l'Oise et la Somme. Et après, j'utilise aussi des houblons en pellets on va dire, pour affiner les goûts, des houblons un petit peu plus parfumés que je trouve ailleurs en France et en Allemagne aussi. D'accord, ok. Hein, voilà. Mais ça reste très local. Voilà. Je ne travaille pas avec les houblons américains. C'est très à la mode. Les houblons IPA, non voilà, les IPA, c'est souvent des houblons américains ou voire beaucoup plus loin, d'Australie, de Nouvelle-Zélande.
Par contre, moi je suis en bio et ça n'aurait pas trop de sens de prendre du houblon chargé en carbone de transport. Complètement. Donc, en termes de qualité, le houblon que tu trouves en local par rapport à du houblon transatlantique, ça change beaucoup de choses ou pas spécialement? Non, la seule chose c'est qu'on ne trouve pas des variétés qui sont très aromatiques, plutôt sur les fruits exotiques, les agrumes et tout ça. C'est ce qui est à la mode en ce moment. Et c'est des houblons qui sont issus de recherches, bien souvent qui sont brevetés en plus, qu'on ne peut pas faire pousser ailleurs. Et donc on a des houblons un petit peu plus classiques, mais qui ont déjà des très bons parfums, quoi. Donc on va dire, on utilise le houblon pour l'amertume et pour les arômes. D'accord. Et donc moi j'utilise celui qui va apporter de l'amertume, mais avec quand même déjà des bons arômes. Il est local. Et après, pour des arômes un peu plus fins, j'en trouve en Alsace, en Allemagne. Ok. Donc tu arrives à trouver la qualité qui t'intéresse sans avoir besoin de traverser le... Voilà, mes bières sont bien appréciées comme ça. C'est pas un souci de se passer des houblons qui viennent de l'autre bout du monde, quoi. Okay. On peut faire des bonnes bières sans aller chercher à Perpète. On va monter à l'étage, je vais vous montrer les grains. Ici, c'est mon stockage de malt. Alors, tout ce qu'on voit dans les sacs, là, ce sont des maltes différents. J'en ai une petite quinzaine de plusieurs céréales. Il y a de l'orge, il y a du froment, il y a du seigle, de l'avoine, du sarrasin. C'est un petit peu tout ce que j'utilise dans mes bières. Ce qui permet d'avoir des saveurs différentes. Alors jamais, dans toutes les bières, il y a de l'orge. C'est quand même la céréale la plus classique. Et les autres sont là juste pour apporter des petites notes différentes, des petites variations dans le goût. Et puis l'orge elle-même peut être torréfiée de plein de façons différentes. Donc là sur chaque... Bon, ça c'est celle que j'utilise le plus, le Pilsen, le Vienna, c'est un type de maltage, ce sont des grains assez clairs. Il y a aussi du Munich, j'ai du malt légèrement caramélisé, d'autres un petit peu plus caramélisés encore, d'autres qui vont être un peu grillés, qui vont arriver sur des arômes de chocolat. Il y en a qui sont sur le café carrément, très grillés pour les bières noires. Donc après c'est de la cuisine, il faut assembler tout ça et trouver la bonne recette qui fait le bon goût, avec les arômes du houblon en plus qui vont venir composer, alléger ou au contraire amplifier les goûts, équilibrer tout ça. Ça peut prendre jusqu'à combien de temps pour trouver une recette qui te plaît? Plusieurs années, c'est des essais, ça commence par la dégustation, ça c'est pas le côté plus désagréable, il faut goûter plein de bières et voir ce qui se fait ailleurs dans le monde et après quand je trouve une bière qui me plaît bien, parce que ça commence par là, il faut avoir envie de la faire. Moi je fais les bières qui me plaisent, c'est égoïste, mais généralement je suis pas le seul à aimer, donc c'est plus facile quand on apprécie bien un produit, de faire ce qu'on aime. Donc ça commence par là, et je vais peser mes grains avec cette balance là. Alors c'est une balance des années 80 si je ne me trompe pas, qui vient d'une pharmacie. Avant j'avais une balance électronique, mais j'avais toujours des soucis, ça se dérègle, ça tombe en panne, il y a les piles qui sont déchargées au moment où il ne faut pas. Donc ça c'est efficace avec les petits poids, ça tombe jamais en panne. C'est formidable. Et puis après, donc, une fois que j'ai pesé mes grains, je vais les concasser avec ce vieux moulin là. Donc là c'est le moulin avec lequel j'écrase les grains. Donc les grains entiers sont mis là, les grains de malt. Ils sont aplatis par deux rouleaux qui tournent en sens inverse comme ça et qui vont juste écraser le grain, l'ouvrir en fait, pour que la farine puisse sortir. Et puis ça tombe dans cette trémie là. Alors au début je mets des sacs, et puis après je vais reverser mes sacs là-dedans et mettre en attente pour pouvoir brasser. Et par le trou du fond, ça traverse le plancher et ça arrive dans ma cuve de brassage. D'accord, c'est super.
C'est super. Le malt concassé est mis dans la trémie en réserve comme ça. Et le jour du brassage, eh bien, donc le lendemain matin, je vais ouvrir la trappe qu'on voit peut-être un peu là-haut, qui permet au grain de traverser le plancher. Et puis il tombe dans cette cuve-là, dans la partie haute. Là, il est mélangé avec de l'eau chaude. Et c'est brassé en même temps et on chauffe en montant la température et en stagnant à certaines températures. On fait des paliers, c'est ce qu'on appelle le brassage par palier ascendant, on monte en température. L'eau chaude provient de la cuve du dessous, là, donc là j'ai un réservoir de 600 litres d'eau, c'est chauffé et donc ça repasse, c'est remélangé là-haut avec les grains, on appelle ça la mèche, c'est une sorte de bouillie avec les grains écrasés, enfin écrasés plutôt ouverts, comme on a dit là-haut. La farine va se diluer dans l'eau. Dans la farine, il y a de l'amidon, mais il y a aussi des enzymes. Et les deux vont entrer en contact et les enzymes vont agir sur l'amidon, vont couper cette longue molécule d'amidon en petits morceaux et avec la chaleur. Et ça va donner des sucres. L'amidon, ce sont des sucres qui sont assemblés les uns aux autres. Et les enzymes vont couper ça en petits, vont séparer les sucres. Donc on va obtenir des glucoses, des maltoses aussi, qui sont deux glucoses assemblés l'un à l'autre. Donc des paquets de deux, on va dire, des deux maillons, des petites chaînettes de deux maillons. Puis on en a des qui sont un peu plus grandes, qui, elles, ne seront pas, à partir au-dessus de 2-3 maillons, on va dire que les levures ne vont pas pouvoir les absorber et produire de l'alcool avec. Donc ces morceaux un petit peu plus longs, là, ils vont rester dans la bière et ils vont donner un petit goût sucré à la bière. Alors au brassage, on peut choisir si on veut fabriquer des sucres ou des petits. Voilà. Donc on peut choisir le profil de notre bière. Si on veut une bière sèche qui n'ait plus du tout de sucre dedans, qui soit plutôt désaltérante, ou alors une bière un petit peu douce, un peu sucrée, notamment si elle est très alcoolisée ou très amère parce qu'il y a pas mal de houblon. On va garder un petit peu de sucre pour équilibrer. Tout est dans l'équilibre. Alors, une fois qu'on a obtenu cette bouillie là, qu'on appelle la mèche, elle devient très très sucrée. On a plein de sucres qui se forment. Donc les sucres fermentescibles et non fermentescibles, mais l'ensemble ça devient vraiment très sucré. On va filtrer, grosso modo, j'allais dire, grossièrement, pour séparer le solide du liquide. Le liquide, c'est le mou qui va aller dans cette cuve-là. C'est une grosse bouilloire, en sorte, une grosse cocotte. Et puis les résidus solides, ce sont les drèches. J'ouvre ma porte, là, je les sors dans un bac. Et puis soit je le donne à un éleveur qui nourrit ses animaux, soit moi-même j'en composte dans mon jardin, je fais du paillage. C'est tout à fait réutilisable dans plein de domaines. On peut même faire des aliments avec. Il y a des gens qui font des pâtes avec les drèches, qui font du pain. J'ai moi-même essayé d'en mettre dans du pain. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, ce qui m'intéresse, moi, pour la bière, c'est donc le liquide qui est là. Il va bouillir pendant 1h30 là-dedans. C'est une grosse ébullition. On veut évaporer une bonne partie, 10% du contenu. Et on va aromatiser aussi à ce moment-là avec le houblon. Donc c'est là qu'on va introduire les fleurs de houblon, tout d'abord, et puis des pellets aussi, moi j'utilise les deux. Au début, à la fin, en fonction de ce qu'on veut obtenir, on va dire que les houblons qui vont donner de l'amertume, on les met au début de la cuisson. C'est comme du thé, plus ça reste longtemps dans la cuisson, plus ça va donner de l'amertume, donc c'est intéressant. Et puis les aromatiques plutôt en fin, voire après la cuisson, voire même à froid dans le fermenteur où ça sera mis en dernier. Donc là, une fois que c'est bouilli, tout ça, on a notre mou qui est aromatisé. Ça va, avant d'aller dans le fermenteur, on va le refroidir parce que si on met chaud comme ça, on ne peut pas mettre notre levure, elle va mourir. Alors ça passe par un échangeur qui est là en dessous. Et puis le mou va sortir par le bout là-bas. J'y mets donc ça baisse la température à 20 degrés. Je mets un tuyau qui court par terre et qui va entrer dans mon fermenteur. Donc là, une fois que c'est là, je mets ma levure dedans et puis ça va travailler pendant 1 mois. Alors
d'abord une période chaude parce que la levure a besoin de température pour travailler. C'est une levure de fermentation haute, donc ça travaille autour d'une vingtaine de degrés. Et puis il y a une période froide qui là autour de 0 degré, qui va permettre de décanter sans filtrer. Uniquement par froid, les levures vont tomber au fond, le houblon qui reste un petit peu en suspension, tout ça, enfin tout ce qui est matière un petit peu solide, le trouble va tomber au fond. Et ce qui permet après de l'évacuer et de soutirer une bière déjà assez claire. Ok, et le processus de fermentation, c'est environ 1 mois. Oui. Okay. Puis donc au bout de tout ça, on va obtenir une bière. Alors là, la couleur va surprendre un petit peu. Hop. Voilà, une bière après 1 mois de fermentation. Alors celle-ci, c'est pas une blonde, c'est un Imperial Stout. Donc une bière très très noire. Je ne sais pas si à l'écran on va voir un peu la couleur, mais alors ça ne gaze pas, c'est la particularité des bières qui vont être refermentées en bouteille. Cette bière là, donc là maintenant c'est de la bière, il y a de l'alcool, les levures ont consommé tous les sucres, elles se sont nourries des sucres et ont produit du gaz carbonique qu'on a laissé s'échapper et de l'alcool. Donc l'alcool étant gardé dans la cuve, ça devient de la bière. Mais comme on le voit, cette bière, elle n'est pas gazeuse. Il y a un tout petit peu de bulles dessus, mais elle ne pétille pas. Et pour qu'elle pétille, on va relancer une fermentation dans la bouteille. Je vais mettre cette bière-là en bouteille. Au passage, je vais lui ajouter un tout petit peu de sucre, mais vraiment très très peu, qui va disparaître puisqu'il va être consommé par les levures. Elle n'est pas stérilisée, surtout pas. Donc les levures sont vivantes dedans. La température, elle va être remontée, les bouteilles vont être mises au chaud, au-dessus de 20 degrés. Les levures vont se réveiller et elles vont faire la même chose que ce qu'elles ont fait là. Elles vont consommer ce sucre-là et produire du gaz dans la bouteille. Et la bouteille, cette fois-ci, elle est fermée, donc le gaz ne sort plus. Donc ça met une quinzaine de jours, des fois un peu moins. Quand on décapsule la bouteille, au bout de 15 jours, ça fait pchit et ça fait des bulles et ça fait de la mousse. Et voilà, c'est la méthode qu'on emploie pour le champagne, c'est exactement pareil. D'accord. Et moi, j'attends encore une quinzaine de jours minimum de maturation pour que la bière soit vraiment très très bonne, parce que la fermentation dans la bouteille laisse un petit goût, un peu vert. Donc on attend une quinzaine de jours, ça se recompose encore chimiquement d'une façon différente, ça s'arrondit, ça se bonifie, quoi. Et après, c'est vraiment bon à boire. Donc il y a 2 mois qui passent entre le brassage et la consommation.